Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour à toutes et tous. Nous voilà dans la planète demain sur Sud Radio, l'émission qui met en valeur l'écologie positive. Dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Dardaillon, directeur général ou même président de la société Totum, qui a mis en place un mode de transport en commun bas carbone, entièrement dédié au territoire enclavé. Mais tout de suite, nous allons parler d'une alternative durable et extrêmement performante en matière de recyclage des plastiques complexes, sans solution de recyclage. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Villemain, président de la start-up Replace. Bonjour. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. En France, chers auditeurs, nous consommons 70 kilos de plastique par an et par habitant, ce qui représente au total 4 800 000 tonnes, soit l'équivalent de 500 tours Eiffel. De quoi faire tourner les têtes et tomber de sa chaise. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces chiffres hallucinants, cher Laurent ? Donc oui, effectivement, le plastique est présent partout. Alors on pourrait dire qu'il faut le diminuer et on est tous d'accord que la meilleure façon de régler la problématique de la fin de vie des plastiques, c'est d'en diminuer l'usage. Mais malgré ça, on a besoin encore et toujours, et on aura besoin encore pendant longtemps de plastique. Je vais vous donner un exemple très concret. On parle beaucoup de la voiture électrique aujourd'hui, qui est une solution sur le long terme. Cette voiture électrique est plus lourde du fait de la batterie. Donc pour pouvoir alléger le reste de la voiture, on développe des composants en plastique qui vont être donc des plastiques complexes, parce qu'ils vont être réduits en poids, mais à plusieurs couches pour avoir des propriétés techniques. Et donc dans ce qu'on entend parler des plastiques, il y a cette partie de ce qu'on appelle les plastiques complexes ou multicomposants qui n'ont pas aujourd'hui de solution de recyclage. Le modèle de la bouteille plastique PET qui redevient une bouteille plastique est un modèle qui fonctionne très bien. Il faut surtout le préserver et bien collecter. Mais à côté de ça, on a une myriade d'autres plastiques qui n'ont aujourd'hui pas de solution. Alors, si je comprends bien, l'innovation Replace, c'est d'abord transformer les défis du recyclage des plastiques en une opportunité, ou en plusieurs opportunités en tout cas, pour répondre aux enjeux de l'économie circulaire. C'est ça, tout à fait, parce que dans les 4 800 000 tonnes dont vous parliez juste avant, aujourd'hui, seulement 25% sont réellement recyclés. Les autres sont soit enfouis, soit incinérés, donc valorisation énergétique ou enfouissement. Et Replace a développé une technologie, alors qu'on pourrait dire ou green tech ou low tech, mais c'est-à-dire une technologie simple, très peu consommatrice d'énergie, qui est capable de transformer en de nouveaux produits, en de nouveaux usages, ces plastiques complexes pour le bien d'une réduction de l'empreinte carbone et pour le bien de nouveaux usages. Vous pouvez nous l'expliquer un petit peu plus précisément, cette nouvelle technologie ? Oui, bien sûr. Donc dans les technologies qui traitent les plastiques monocomposants, donc je reviens sur la bouteille PET, on a beaucoup d'étapes. Il y a des étapes de tri, de séparation, de densification, de granulation avant de reproduire. Et nous, on a développé une technologie qui est capable de faire tout ça en une seule étape, voire même en remélangeant différents plastiques ensemble. Donc le but n'est pas d'aller prendre ce qui se fait de bien, mais plutôt d'apporter une technologie complémentaire qui est capable d'élargir le champ des possibles dans le recyclage des plastiques. On sait que l'incinération des plastiques, justement, en termes d'émissions de CO2, a un impact environnemental très important. Mais quels sont les bénéfices du recyclage comme vous le pratiquez chez Replace ? Alors, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, quand vous incinérez 1 kilo de plastique, et que vous enlevez le bénéfice énergétique qui en est retiré, l'impact de l'incinération d'un kilo de plastique, c'est 2,2 kg de CO2 généré. Donc dans notre process, nous sommes seulement à 45 grammes. Donc rien que l'étape de transformation par notre process permet de réduire, et c'est un enjeu majeur de l'économie circulaire, réduire l'impact carbone de nos déchets. Sans parler des usages, c'est-à-dire que nos produits qu'on va fabriquer vont être utilisés dans différents marchés. On est dans la logistique, on est dans l'agriculture, on est dans le mobilier urbain. Et souvent, on va remplacer des produits qui viennent bien souvent de très loin. Et donc, on parle aussi de l'empreinte matière. Un enjeu majeur pour la France, c'est de réduire l'empreinte matière.
Si vous prenez rien que le bois, on a un déficit commercial de plus de 9 milliards en France. Donc chaque fois qu'on pourra remplacer l'usage de bois par nos produits, de tuteurs par exemple, on va éviter de l'importation et on va permettre de garder le bois pour d'autres activités comme la construction. Alors votre performance s'inscrit-elle dans l'objectif national, voire européen, concernant la réduction des émissions liées au traitement des déchets ? Complètement, exactement. Donc par rapport à ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a obtenu des aides de l'ADEME. On est labellisé France 2030 et sans ces aides-là, on n'aurait pas pu mettre en place cette technologie. Donc on va réduire cette empreinte carbone. Bien entendu, on va créer, comme je vous disais, ces nouveaux usages de nos produits pour permettre au global de réduire cette proportion de plastique non réutilisé. Alors, vous savez aussi que la France paye tous les ans une taxe à l'Europe. Et je crois qu'en 2023, c'était 1,6 milliard qui est calculé sur la base des tonnages de plastique d'emballage non valorisés. Et toute initiative qui permettra de réduire cette assiette permettra de faire des économies. Et c'est un sujet d'actualité en ce moment. D'ailleurs, selon le gouvernement, le besoin d'accroître le taux de recyclage des plastiques est vraiment impératif. Oui, alors il est impératif, il y a des engagements qui sont forts. Et aujourd'hui, la France est un mauvais élève dans l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pourcentage de recyclage des plastiques en France est avant-dernier par rapport aux autres pays européens. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire dessus. Ça passe par des technologies comme Replace, on n'est pas les seuls, il y en a d'autres qui le font. Mais ça passe aussi par des engagements forts des pouvoirs publics et notamment tout ce qui tourne autour des appels d'offres publics, de privilégier et d'essayer de faire en sorte que l'impact carbone soit considéré dans ces sujets-là. Alors là, vous parliez des appels, enfin des marchés publics. Justement, dans ce domaine-là, est-ce que tout est fait pour passer des commandes dans cet esprit justement de plastique recyclé ? Alors, il y a des lois qui effectivement imposent un taux de recyclage, mais entre les paroles et les actes, c'est très compliqué. Donc nous, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de faire passer cette approche de privilégier des solutions locales à travers l'empreinte carbone. Nous, on a mesuré notre empreinte carbone. Et aujourd'hui, c'est un point clé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ces actes-là ne se transforment pas en choses concrètes, on aura développé des technologies qui n'apporteront pas tout ce qu'elles pourraient apporter pour l'ensemble des objectifs dont on a parlé juste avant. Donc c'est un appel à direction de la commande publique. Ah exactement, un appel très très fort, oui, je confirme. Qu'est-ce que vous préconisez pour réduire la dépendance aux importations de matériaux sur le territoire ? Aujourd'hui, si on reprend le plastique, mais c'est pas que, les déchets, enfin les produits en fin d'usage, ils ont fini leur premier usage. Un paquet de chips, par exemple, il a fini son usage une fois qu'on l'a consommé, et on pourrait faire ça dans tous les autres produits. C'est des matériaux qui sont disponibles. Donc les enfouir ou les incinérer, alors que ces matériaux ont des caractéristiques, c'est dommage. Donc pour moi, la préconisation, elle est pas simplement, elle est par rapport à Replace, mais toutes les autres technologies, tout ce qu'on pourra retransformer avec des technologies, alors green tech ou low tech, comme je disais juste avant, pour réduire l'empreinte carbone, pour qu'on puisse les réutiliser sur notre territoire, c'est ça de gagner. Et je veux dire, c'est un enjeu clé. Alors il faut passer par des technologies disruptives, il faut accepter des changements, mais il y a un potentiel énorme pour adresser ces différentes problématiques. Bien sûr, et ça veut dire que votre stratégie à la fois industrielle et commerciale s'aligne donc avec la volonté de sécuriser les approvisionnements et de promouvoir également une économie circulaire locale. Tout à fait. Donc au global, on respecte, on coche toutes les cases de la feuille de route de l'économie circulaire. En plus, dans notre technologie, on est parti sur une dimension, on va dire taille humaine, où on préconise plutôt des petites usines dans les territoires pour être capable de capter plus facilement les matériaux. Et pour redynamiser les territoires, on sait que le modèle ville peut être problématique dans le futur aussi par rapport aux tailles. Donc redynamiser les territoires, recréer des emplois, notamment aux personnes qui sont en difficulté par rapport à ça. Et surtout, un point clé dans notre modèle, c'est que tout ce qu'on va fabriquer avec notre process est recyclable. Et quelque chose qui n'est recyclable ne veut pas dire qu'il est recyclé non plus.
Donc si ces produits qu'on met sur le marché, on n'est pas capable de les recapter donc localement pour éviter qu'ils fassent des centaines voire des milliers de kilomètres, le modèle fonctionnera une fois mais ne pourra pas se déployer. Donc le point local est extrêmement important pour garantir cette circularité sur le long terme. Comment pouvez-vous vous garantir une transparence totale sur la composition et l'origine des produits, de vos produits ? Alors, comme toute entreprise, on est tenu par des règles. On pourrait parler de l'engagement REACH, on pourrait parler d'autres points de traçabilité. Donc, tout ce qui rentre est tracé. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas collecteurs. Donc, il y a des gens qui font ça très, très bien en France. Des grands groupes qui sont très bien développés sur ça. Et on s'appuie sur eux. C'est-à-dire que dans l'économie circulaire, plus que dans tout autre marché, c'est ensemble qu'on réussira et c'est pas tout seul. Et on a besoin des collecteurs. Alors vous êtes certainement confronté à un véritable casse-tête avec les importations de plastique, dont la composition exacte est souvent méconnue. Qu'en est-il réellement ? Alors, aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de produits qui rentrent dans le marché français parce que d'autres pays sont amenés à utiliser cette matière-là et sont capables de revendre en France ces différents produits. Alors, on les trouve dans les marchés de la construction, on les trouve dans le marché de la signalétique, où vous allez avoir des produits qui vont entrer en France, qui auront été fabriqués avec des déchets étrangers. Donc, non seulement on a du mal à transformer nos déchets, mais finalement, on doit aussi après traiter les déchets des autres. Donc, cette traçabilité est clé pour sécuriser que ce qui rentre sur notre territoire soit au moins recyclable par quelqu'un en France. Et aujourd'hui, vous travaillez main dans la main avec les services de l'État et les acteurs privés afin de développer des pratiques qui garantissent la circularité et la durabilité de vos produits ? Alors, comme je disais juste avant, donc la compréhension, je dirais oui, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de contacts. Maintenant, la difficulté, c'est que le temps des institutions, le temps des politiques n'est pas du tout le même temps des startups. Et donc là, l'enjeu de la rapidité et de la décision vite est clair et primordial pour qu'on puisse apporter tout ce qu'on peut apporter à ce sujet qui est extrêmement important dans le système Terre pour le futur. Parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui, les impacts vont venir que dans quelques années. Donc c'est maintenant qu'il faut les prendre et qu'il faut les asseoir sur un domaine très large. Alors ça veut dire que selon vous, les recyclages des plastiques sont un réel défi ou plutôt une opportunité pour l'humanité et la planète ? Moi, clairement une opportunité. Alors, attention qu'on ne se méprenne pas. Je veux dire, la première priorité, c'est de réduire l'usage du plastique. Moi, je suis plasticien depuis des années. Les plasticiens, on n'a pas toujours été très très bon pendant des périodes, on a développé beaucoup de complexité. Donc la première chose, c'est de réduire l'usage. Et une fois qu'on a fait ça, c'est un matériau qui a beaucoup d'intérêt. Et le fait de savoir le réutiliser pour d'autres usages, c'est une opportunité. Donc le plastique, potentiellement, peut aider à adresser les enjeux de l'économie circulaire. En conclusion, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est important de s'engager collectivement pour un avenir plus durable. Merci infiniment Laurent Villemain, président de la société Replace. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Thibaut, notre French Trotter, pour un reportage en immersion. À tout de suite, sur Sud Radio bien sûr. Sud Radio. La planète demain, Christophe Debiens. Nous voici de retour dans la planète demain sur Sud Radio en compagnie de Thibaut, notre French Trotter. Bonjour Thibaut. Bonjour Christophe. Vous allez nous faire découvrir cette semaine un salon qui propose des solutions pour accélérer la transition écologique et surtout dans les métiers de l'immobilier. Exactement Christophe. Je reviens du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone qui se déroule chaque année au Carrousel du Louvre à Paris. Et c'était l'occasion pour moi d'aller à la rencontre d'exposants venus de toute la France, tous porteurs de solutions pour des bâtiments plus durables et moins énergivores, à l'image de l'entreprise Cool Roof, spécialisée dans des solutions innovantes de toitures réfléchissantes à base de coquilles d'huîtres. Oui, vous avez bien entendu, à base de coquilles d'huîtres. On écoute tout de suite François Arcouette, son directeur des grands comptes, qui va nous parler de cette solution. C'est une solution que l'on peut appeler peinture, mais c'est un produit qui est très technique. Donc on parle de revêtement thermoréflectif et on a eu la brillante idée de mettre de la poudre de coquilles d'huîtres à l'intérieur pour en faire un produit décarboné à la base. Une peinture thermoréflective, vous avez 3 composantes. Vous avez de l'eau, des pigments
et de la charge. Et c'est sur cette partie qu'on intègre du calcaire issu des coquilles d'huîtres. Pourquoi les coquilles d'huîtres ? Ce qui nous intéresse dans la coquille d'huître, c'est la partie calcaire. Et vous pouvez avoir exactement le même produit en utilisant du minerai, mais à écraser, vous allez consommer énormément d'énergie pour le réduire en poudre. Alors que la poudre de coquille d'huître, vous l'avez beaucoup plus facilement. C'est un déchet, c'est du recyclage et c'est un produit qui se trouve très facilement. De quelle manière vous obtenez cette poudre de coquille d'huître ? Alors, il y a des filières de recyclage qui récupèrent les coquillages sur la Bretagne et sur l'île d'Oléron. Il y a 2 sites, je dirais, spécifiques et c'est de là qu'on récupère cette poudre de coquille d'huître. Et quelles sont les particularités, les propriétés de ce revêtement de toiture ? Alors, le but du revêtement, c'est d'éviter l'échauffement de la membrane extérieure du bâtiment. On va rejeter 90% d'infrarouge directement dans l'atmosphère et donc on va éviter une chauffe du support bitumineux ou bacacier. On va le baisser à peu près de 30 à 40 degrés au niveau du sol. Ce qui veut dire qu'on intègre moins d'énergie dans la membrane et on l'envoie à moindre échelle dans le bâtiment. On a en moyenne 4 à 8 degrés de baisse de température dans le bâtiment. Donc on utilise moins la clim pour refroidir ces bâtiments-là. Ça, c'est le premier point. La membrane extérieure se dilate moins, donc on lui donne une durée de vie de 10 ans supplémentaires. Donc là, c'est un gain en capex pour l'immobilier. Et vous avez un troisième gain, c'est le fonctionnement des appareils SCVC, chauffage, ventilation, climatisation, qui va être optimisé parce qu'il va fonctionner dans un environnement beaucoup plus frais. Et là, on a des pompes à chaleur qui fonctionnent mieux, qui consomment moins d'énergie et qui font réellement du froid à l'intérieur du bâtiment. C'est une solution qui a été adoptée par beaucoup d'entreprises, de particuliers. Qui sont vos clients ? Alors principalement les entreprises, parce que les surfaces sont beaucoup plus intéressantes pour une entreprise pour amortir tous les coûts de mise en chantier. Ce sont donc des entreprises de la pharma, du stockage, de la logistique, mais ça va être également des écoles qui sont non climatisées. Ça va être tout type de bâtiment qui a une isolation un petit peu usagée, on va dire, et donc qui n'est plus aussi résistante qu'initialement. Et si on parle du coût par rapport aux autres solutions de revêtement de toiture ? Extrêmement peu coûteux, donc 25 à 30 euros maximum, je dirais tout compris, là où vous avez de la végétalisation qui va être quasiment 5 à 10 fois plus cher et qui va demander un entretien courant très important. Quels sont vos objectifs de développement ? Alors l'objectif de développement, c'est d'avoir de plus en plus de clients équipés avec notre solution, de plus en plus de clients satisfaits grâce aux baisses de température et aux baisses de consommation d'énergie. On déploie sur l'Europe et on se déploie au niveau mondial. On va attaquer l'Afrique très prochainement à grande échelle. Merci Thibaut et à dimanche prochain. Nous sommes de retour dans le studio de Sud Radio où nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Jean-Marc Dardaillon, président fondateur de la société Totum. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Christophe. Alors Totum est un nouveau mode de transport mutualisé, bas carbone pour les territoires ruraux et les métropoles enclavées et qui plus est complémentaire des transports en commun. Mais quel est votre modèle pour y parvenir ? Le modèle économique est basé sur les caractéristiques des véhicules électriques et essentiellement sur la longévité des véhicules. Et puis, en deuxième point, sur un modèle social vertueux où l'ensemble des chauffeurs est salarié. Et le troisième point, bien sûr, c'est la digitalisation qui permet de réduire les coûts. L'entreprise Totum a créé le transport à la demande décarboné, économique en milieu rural. Mais comment fonctionne-t-elle précisément cette société ? Grâce à Totum et le TADER, comme vous l'avez précisé, mais également le SNER, service de navette express régional, les passagers peuvent réserver une place à bord de van 100% électrique, conduit donc par des chauffeurs salariés, pour être pris en charge à domicile et rejoindre ainsi les métropoles et les nœuds de communication, et surtout à un tarif inférieur au coût de l'usage de la voiture individuelle. Mais à qui ça s'adresse finalement en finalité ? Totum est réellement un transport en commun et à l'instar d'un train, ce transport en commun s'adresse à tout le monde. Et bien entendu, il s'agit plutôt d'une segmentation de communication et une communication particulièrement adressée aux professionnels, puisque d'après les statistiques, ceux qui font l'usage le plus souvent de l'autosolisme, ce sont les salariés qui se déplacent à titre professionnel. Alors, c'est une société commerciale. Comment votre modèle économique est-il viable aujourd'hui ? Alors, on a lancé l'activité en avril, l'application Totum est sortie en avril 2023 et depuis avril 2023, on a transporté 2350 passagers, me semble-t-il.
On est viable à 2,6 passagers par trajet et en 6 mois on est à 2,1 passagers par trajet, donc on est quasiment à équilibre en 6 mois, ce qui est, je pense, un exploit en termes de transport en commun innovant. Et encore une fois, un véhicule, malgré ce qu'on entend régulièrement, à l'usage, un véhicule électrique est beaucoup moins cher qu'un véhicule thermique. Ce qui fait que grâce à cette longévité accrue, et je parle bien de longévité et pas que de carburant, moins de panne, moins d'entretien, cela signifie que pour un transporteur professionnel, on a un outil de production à coût déjà parfaitement prévisible et qui s'effondre par rapport au thermique à cause de la faiblesse du peu de panne et du peu d'entretien et des arrêts de véhicules lorsqu'ils sont entretenus, bien entendu. Alors, vous avez donc des véhicules électriques, hybrides peut-être non, 100% électrique. 100% électrique. Concernant la décarbonation, vous revendiquez des performances spectaculaires. Est-ce bien le cas aujourd'hui ? C'est bien le cas. C'est en effet spectaculaire. On se base pour ça sur les normes ADEME qui disent, que dit rapidement l'ADEME, qu'un conducteur seul au volant avec un véhicule thermique et de classe moyenne, on ne prendra pas des véhicules de luxe, émet 218 grammes par kilomètre et que sur une analyse de cycle de vie de 150 000 kilomètres. Cette analyse de cycle de vie de l'ADEME est tout à fait justifiée par l'utilisation d'un conducteur particulier puisqu'il va parcourir en moyenne 15 km par an, entre 15 et 20 000. Et si on fait forcément 15 000 multiplié par 10 ans, on arrive à 150 000. Or, nos véhicules professionnels parcourent entre 10 et 12 000 km par mois. Donc, notre analyse de cycle de vie est à 600 000 km. Et du coup, on arrive, en mutualisant, à une émission de carbone de 9 grammes de CO2 par kilomètre. Alors, moi j'ai une question un peu subsidiaire. Lorsqu'on prend un avion ou un train, cela peut être aussi le dimanche soir, tard, par exemple. Est-ce que le service Totum est assuré 7 jours sur 7 et toute l'année ? Il faut. Pour être une alternative à l'usage de la voiture individuelle, il faut être fiable. Il faut apporter plus de confort, moins de contraintes. Et sur notre première ligne, entre le Langogne, le Puy-en-Velay et Lyon-Saint-Exupéry, la première navette part à 3h45 et la dernière rentre à 0h15 de l'aéroport. Donc on est quasiment du H24. Vous êtes concentré aujourd'hui sur le territoire Auvergne et Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Mais demain, vous envisagez d'étendre votre activité à l'ensemble du territoire français ? Le modèle est complètement duplicable sur l'ensemble du territoire. La problématique que nous rencontrons dans la Massif centrale est identique dans le Jura, en Bretagne, dans les Pyrénées-Orientales, en Alsace. Il s'agit d'une desserte mutualisée des derniers kilomètres en rural. Donc, oui. Merci beaucoup Jean-Marc Dardaillon, président fondateur de la société Totum. On se retrouve dimanche prochain sur Sud Radio, à la même heure et avec de nouveaux invités. À dimanche. Merci.